Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence du Club Franco-Risque. Et tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est un grand honneur et un grand plaisir de participer une nouvelle fois au rendez-vous de Casablanca de l'assurance en marge de l'événement sous forme, comme l'on dit, de side event. Et je remercie vivement le président de la FMSAR, M. Mohamed Hassan Ben Salah, le directeur général adjoint, M. Salah Al Haji, et bien sûr, je n'oublie pas le directeur général, mon ami, M. Bachir Badou, qui nous renouvelle chaque année sa confiance et sans lequel nous ne serions pas présents aujourd'hui et d'ailleurs depuis l'origine de l'événement du rendez-vous de Casablanca. Je remercie également l'association marocaine de risk management Amraem qui se joint à nous pour cet événement comme chaque année. Et puis, je me dois de remercier tous nos partenaires, les assureurs, les courtiers, les experts, particulièrement HDI aujourd'hui qui se joint à cet événement, mais d'une manière générale, tous nos partenaires pour leur bienveillance efficace pour pouvoir réaliser nos travaux. Car le club Franco-Risque, malgré la situation que nous traversons, a poursuivi sa mission et notamment a réalisé plusieurs webinaires en relation avec l'actualité. Dans ce double contexte, en fait, de crise sanitaire et de durcissement des marchés, et notre conférence aujourd'hui est la 6e depuis le début de la pandémie. En effet, au fil des conférences que nous avons tenues, la question que nous nous sommes posée et qui est revenue finalement régulièrement, et qui est en quelque sorte la même question que se sont posées les assureurs au cours du rendez-vous de Casablanca. Finalement, cette question est de savoir si les entreprises, nos entreprises, celles dont nous, risk managers, avons la responsabilité, est-ce que ces entreprises peuvent être résilientes dans des contextes aussi graves que celui que nous traversons et où l'on voit que finalement le risque systémique, qu'il soit provoqué par un signe noir ou qu'il soit provoqué par un risque déjà bien identifié, ce risque n'est plus une simple hypothèse théorique, mais ça peut devenir un événement qui a de grandes probabilités de se répéter. Alors, dans un tel contexte, on doit se poser la question, est-ce que ce risque est assurable? Et au-delà de cela, comment se définissent les rôles des acteurs traditionnels, les assureurs, les réassureurs, les courtiers, mais aussi les marchés financiers et bien sûr l'État? Est-ce que chacun a un rôle exclusif ou doivent-ils coopérer entre eux? Et si c'est le cas, sous quelle forme? En fait, ce sont toutes ces questions essentielles, je dirais centrales pour le futur de nos entreprises et leur pérennité que nous devons nous poser et que nous allons nous poser et à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans ce webinaire grâce à l'intervention de panélistes d'exception que nous avons réunis aujourd'hui. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes et tout d'abord, honneur aux dames, Madame Myriam Habibrat. Alors, elle n'est pas encore arrivée, a priori, mais j'espère qu'elle ne va pas tarder. Comme vous avez pu le constater, nous avons quand même démarré ce webinaire à l'heure marocaine, c'est-à-dire avec un quart d'heure de retard. Et encore, je vois que mon ami Abderrahim sourit. Mais donc, Myriam Habibrat va sûrement nous rejoindre très rapidement. Elle est la secrétaire générale et le membre fondateur de l'AMRAEM. Elle est également directrice technique chez MTT Expertise. C'est un cabinet d'évaluation et d'expertise en assurance. Et depuis 2016, elle est experte en évaluation et expertise après sinistre en assurance dommage. Elle est également ingénieure industrielle et lauréate d'un master en commerce international. Alors, nous avons également Madame Lydia Berhad, qui est Legal Counsel de Air Logistics. C'est une division logistique du groupe Air Logitech, qui est un groupe international qui opère en particulier sur tout le continent africain.
Elle a également exercé des activités de courtier dans l'assurance transport pendant 12 années, en se spécialisant sur les questions OHADA, CEMAC et CIMA. Elle est également avocate, actuellement en omission du barreau de Marseille et membre de l'association du droit maritime. Titulaire d'un master en droit des affaires internationales, elle a également un master 2 en droit maritime et transport. Puis nous avons M. Aziz Belayachi, qui est un avocat associé au sein de FIDAL à Paris. Il est en charge d'ailleurs de l'animation de l'équipe juridique assurance et à ce titre intervient auprès des organismes d'assurance et de réassurance dans les domaines relatifs au droit et à la réglementation de l'assurance. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages en matière d'assurance et de lutte contre le blanchiment de capitaux. Puis nous avons également M. Abderrahim Chafaï. Il est directeur de FSEC, le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques du Maroc. Il est bien connu au Maroc et il est bien connu de nous puisque auparavant il a été directeur général adjoint de Zurich Assurance au Maroc, il a été également directeur délégué de SCR, il a été aussi directeur délégué de Wafa Assurance. Il est diplômé d'HEC et de l'Université Pierre et Marie Curie en statistique et titulaire d'une maîtrise en mathématiques de l'Université de Rouen. Enfin, nous avons M. Étienne Devara, connu du club. Après avoir occupé plusieurs postes chez HDI, il est aujourd'hui directeur ART, juridique, fiscal, conformité et indemnisation de HDI Global SE France. Il a commencé sa carrière dans le courtage, dans le cabinet Leblanc-Nicolai, bien connu, puis occupé des postes à responsabilité chez GAN Eurocourtage, GAN CIC et AIG, où il a été notamment responsable du département Risk Management. Je les remercie tous pour avoir répondu présent à notre invitation et pour participer à ce webinaire. Pour animer évidemment cette table ronde de prestigieux orateurs, nous avons un homme de poids en la présence de M. Marc de Pomereau, qui est ancien directeur des assurances du groupe Engie, qui est ancien vice-président de l'AMRAE et actuel secrétaire général du Club Francoriste. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite de très bons échanges. Et avant de passer la parole à Marc, je précise que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le revoir en replay sur la chaîne YouTube du Club Francorisque. Marc, je te cède la parole. Merci Gilbert. Bonjour à tous. Je suis ravi d'animer aujourd'hui encore ce webinaire et en particulier pour les rendez-vous de Casablanca. Mon travail va consister essentiellement à essayer de maîtriser le temps parce que c'est le sujet le plus compliqué compte tenu de la qualité et du nombre de nos intervenants sur ce sujet particulièrement intéressant. Je rappelle que la vocation du club, c'est d'apporter au risk manager les moyens de faire face à l'évolution des risques de son entreprise pour être plus résilient. Et l'expérience que nous avons de ces derniers mois nous montre qu'il est plus que jamais besoin d'échanger et de partager. C'est pourquoi la table ronde de ce matin réunit autour de deux risk managers, sans parler de moi et de Gilbert qui avons une expérience certaine, donc de partager autour de deux risk managers des intervenants dont la complémentarité des propos vont nous permettre d'envisager des solutions nouvelles de gestion de risque. Donc, ce que je vous propose, c'est de suivre les présentations dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, avec nous, de participer à la réflexion pour répondre ou tenter de répondre à la question « Quelles assurances pour rendre les entreprises plus résilientes face aux événements systémiques ?» Alors, pour commencer cette réflexion commune que nous allons mener, il nous a semblé nécessaire, indispensable de commencer par présenter le cadre juridique dans lequel se trouve la question de l'assurabilité des risques. Et donc, c'est pour ça que Maître Aziz Belayachi va nous rappeler l'état du droit et nous permettre
d'avoir une vision un peu plus claire de cette question qui nous a beaucoup troublés ces derniers temps, sur la garantie, notamment sur la garantie des pertes d'exploitation sans dommage, qui sont nées à la suite des contraintes générées par la crise sanitaire, qui a fait l'objet de nombreux débats. Et Maître Belayashi va nous faire une présentation qui est en fait assez universelle. Il va vous dire, et il va nous dire que cette question, elle s'est posée un peu partout, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, et que l'état du droit entre le Maroc et la France est assez proche et qu'on pourra avoir des réponses à ces questions. Donc, dans un premier temps, je cède la parole à Maître Aziz Belayashi. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. La question de l'assurabilité, effectivement, s'est très vite posée dès les premiers jours du confinement dans les divers pays. La question s'est posée puisqu'il y a plusieurs entreprises, notamment des hôtels, des restaurants et d'autres entreprises ont dû fermer leurs portes. Dès la fermeture, tout le monde a commencé à regarder ses contrats d'assurance pour voir si, au titre de la garantie d'exploitation, si ce risque était couvert ou pas. Alors, comme vous le savez, l'assurabilité d'un risque, elle a trois dimensions. D'abord, il a une dimension technique, qui est d'abord actuarielle et de tarification. Il y a une dimension économique. Il faut que le risque soit suffisamment mutualisé, sinon l'assureur ne peut pas faire face. Et enfin, il y a une dimension juridique. Et la dimension juridique, savoir qu'est-ce qui fait qu'un risque soit assurable ou pas. On n'a pas de réponse claire dans les différentes législations. En revanche, la seule chose qui est exigée, c'est de dire qu'un risque, pour qu'il soit assurable au niveau juridique, il faut qu'il soit aléatoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que le risque soit futur et incertain. En dehors de ce principe, on renvoie au contrat d'assurance. Il y a tout de même des précisions dans le Code des assurances français, dans le Code des assurances marocain et dans le Code CIMA, par exemple. On exclut la faute intentionnelle. C'est l'article L113.1 du Code des assurances. C'est l'article 17 du Code des assurances au Maroc. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça c'est lié à l'aléa. Quand il y a une faute intentionnelle, il n'y a pas d'aléa, donc il n'y a pas d'assurance. Et le même article rajoute que les exclusions, quand il y a des exclusions, doivent être formelles et limitées. À côté de ce principe de l'article S113.1, on a un autre texte qui est l'article 121.8. Cet article-là nous dit que les guerres étrangères, les émeutes, la guerre civile ne sont pas couvertes, sauf lorsque le contrat le prévoit. Ce qui veut bien dire que lorsqu'on a des risques exceptionnels, en principe, ils ne sont pas couverts. Alors la question s'est posée pour la pandémie. Et dès les premiers jours, les premières semaines, beaucoup de gens ont dit « Ah, mais la pandémie, ce n'est pas un risque assurable. » Sauf que cette affirmation se basait bien plus sur les dimensions économiques et techniques que sur la dimension juridique. Seule la lecture du contrat permet de couvrir ou de ne pas couvrir le risque. Alors, il y a grosso modo deux types de contrats. Il y a le contrat tout risque sauf, et puis on a les contrats, comme la plupart des contrats qui existent au Maroc, sont des contrats multirisques industriels. Lorsque pour le contrat multirisque sauf, on va chercher si la pandémie est exclue ou pas. Et là, il y a tout un débat. En France, il y a énormément de jurisprudence aujourd'hui. Le 25 mars dernier, il y a la Cour d'appel de Paris qui a dit que cette question ne peut pas être tranchée par un juge de référé parce qu'il y a une contestation sérieuse. D'autres décisions vont plus ou moins dans le bon sens. En Angleterre, il y a la Cour suprême qui a décidé récemment, enfin pas récemment, mais le 21 janvier, que le risque de perte d'exploitation pour crise sanitaire est couvert, sauf lorsqu'elle est exclue.
La même décision a eu lieu aux États-Unis. Donc, on voit bien que les tribunaux aujourd'hui se penchent sur la question et regardent le contrat. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par hypothèse, la pandémie par hypothèse n'est pas assurable ou assurable. Ça veut dire qu'il faut regarder le contrat pour voir est-ce que le contrat prévoit ou pas l'exclusion de ce risque. Or, le contrat, c'est de la responsabilité de l'assureur. Donc, c'est à l'assureur de bien préciser est-ce que le risque de pandémie ou autre risque d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a un risque de pandémie, demain on va avoir un autre risque éventuellement, j'espère pas, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, la question va se reposer. Ce qui veut dire qu'il relève de la responsabilité de l'assureur et du courtier, parce que le courtier doit avoir un rôle central. Le courtier doit faire réellement jouer son rôle, voir avec son client pour prévoir est-ce que tel risque doit être couvert ou pas, ce qui veut dire derrière, il y aura un coût. Il ne faut pas se voiler la face. Si les assureurs couvrent un risque, le coût va être répercuté sur leur client. Donc, de manière générale, aujourd'hui, et en synthèse, la pandémie n'est pas un risque inassurable par principe juridiquement. Il faut regarder le contrat. Soit le contrat le couvre, soit il l'exclut. Et s'il l'exclut, il faut que ce soit fait de manière claire et formelle. En dehors de ça, c'est aux parties de discuter pour trouver un moyen économique de couvrir ce risque. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie. Merci Aziz. Cette présentation est claire, elle était nécessaire. On avait besoin d'avoir une réponse à cette question. Est-ce que c'est assurable, pas assurable? Et donc, on a une position claire. Pour avancer dans la réflexion, ce cadre étant posé, on a choisi maintenant de présenter un cas pratique qui est celui de la mise en place du régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques au Maroc. Pourquoi c'est un cas pratique? Je rappellerai que depuis déjà plusieurs années, le club Franco-Risque a déjà eu l'occasion de poser la réflexion de la couverture des risques catastrophiques, parce que je me souviens qu'en 2016, j'animais une table ronde à laquelle participait Monsieur Bachir Badou, qui présentait en 2016 le projet de loi sur la couverture des risques catastrophiques au Maroc. Alors, depuis, la loi et les décrets au Maroc sont entrés en vigueur, et donc, depuis relativement récemment, et donc, qui mieux que Abdelrahim Chafaï, qui a été présenté tout à l'heure par Gilbert, peut nous parler, nous faire part de l'expérience marocaine de la mise en place du régime et en particulier donc du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. C'est permet d'illustrer et de préparer la réflexion sur quelles assurances, comment est-ce qu'on peut couvrir ce type de risque. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Abdelrahim Chafaï et voilà. Merci Marc. Bonjour tout le monde. Juste, j'ai besoin de partager mon écran. Il faut que quelqu'un m'autorise pour que je puisse partager une présentation. Est-ce que Viviane nous entend? Je pense que c'est Viviane qui va partager, qui va permettre de partager. C'est les joies du direct. On est tellement content de pouvoir faire ces présentations sous cette forme-là en étant tous à des endroits différents. C'est plus sympathique qu'on est au même endroit, mais bon, ça arrive et on y arrive. Alors, j'espère que Viviane va arriver. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Voilà, merci Marc. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire une présentation du régime marocain ou l'expérience marocaine des régimes catastrophiques et on va voir un certain nombre d'éléments assez intéressants
qui ont été abordés dans la présentation tout à l'heure de Maître Aziz, dans la mesure où un risque, pour qu'il soit transférable, il faut qu'on arrive à le quantifier pour pouvoir le tarifer. Et je vais montrer une démarche, comment nous avons travaillé, ce que nous sommes en train de faire au Maroc. Alors, donc, d'une manière générale, le Maroc est exposé à un risque moyen d'événements climatiques et géologiques. Principalement, on va dire que la perte moyenne annuelle des événements catastrophes naturelles a été évaluée à 8 milliards de dirhams. Donc, la moitié, ce sont les inondations, on va dire 1 milliard les séismes et 3 milliards au niveau de sécheresse. L'agricole, le Maroc, effectivement, il est impacté par les changements climatiques et ont un impact sur son domaine agricole. Donc, réellement, c'est le projet, effectivement, a démarré à partir du discours de Sa Majesté le Roi, donc du 25 mars 2004, où il a mis une feuille de route sur laquelle a travaillé le gouvernement. Donc, il fallait un petit peu avoir une réflexion concernant ce que nous allons faire et de pouvoir quantifier. Effectivement, donc l'étude a démarré par un rapport sur la gestion des risques au Maroc et qui a permis un petit peu, on va dire, de mettre ce cadre-là. Donc, deux grandes, on va dire, cette politique de gestion des risques catastrophiques au Maroc, elle se scinde en deux parties. Une partie qui est la couverture du risque, et c'est la loi 114, je vais donner quelques informations donc, qui la gère. Et puis, il y a eu le développement d'une stratégie nationale de la gestion des risques de catastrophe. Principalement, on va dire, c'est le côté prévention. Le premier volet, c'est l'indemnisation, et le deuxième, c'est la prévention. Et la prévention, donc, elle est gérée actuellement par une direction dédiée au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, le régime, globalement, donc c'est un régime à péril dénommé, pas comme le régime français, c'est un régime tout risque. Donc, le choix a été fait sur deux types d'événements. Les événements qui ont une origine naturelle, qui sont les inondations, le tremblement de terre et les tsunamis, et puis les événements qui sont la conséquence de la violence de l'homme. Principalement, c'est le terrorisme et les émeutes et mouvements populaires. Donc, l'événement doit avoir un caractère catastrophique et c'est une déclaration de cette qualification par le chef de gouvernement après un avis d'une commission qui s'appelle la commission de suivi, présidée par le ministre de l'Intérieur. Le régime marocain donc, se compose de deux volets, un volet assurantiel et un volet allocataire pour les non-assurés. Et je vais expliquer pourquoi on a utilisé cette dualité. Donc, lorsque on a voulu instaurer le régime catastrophe, la couverture des risques catastrophiques au Maroc, donc on a dit que nous devrons couvrir l'ensemble des personnes qui se trouvent au Maroc et aussi l'ensemble des résidences. Donc, il faut que ça soit couvert à 100%. Lorsqu'on regarde les statistiques, on trouve que pour l'assurance habitation, il y a un faible taux de pénétration de l'assurance qui est de l'ordre de 2%. Et donc, mettre un régime uniquement basé sur l'assurantiel, ça permettrait de traiter uniquement 2% des résidences, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, la réflexion, c'est de faire un fonds de solidarité pour couvrir les 98% des habitations non assurées. Aussi, on veut couvrir les personnes physiques et pareil, donc les assurances pour les personnes physiques aussi sont avec un taux de pénétration qui est beaucoup plus important, qui est de l'ordre de 30%, mais ça n'atteint pas l'objectif des 100%. Et dans cette perspective, on a décidé que ce risque-là soit couvert par le FSEC, le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. De telle manière, entre le régime assurantiel et le régime allocataire, nous couvrons l'ensemble des dommages qui sont causés aussi bien aux résidences principales et aussi aux personnes physiques. Donc, ce sont les éléments, donc pour pouvoir effectivement, pour pouvoir assurer, il faut évaluer ce risque-là. Donc, il faut quantifier quelles sont les pertes financières pour pouvoir fixer, on va dire, le coût de cette couverture. Donc, je vais présenter le cas du travail que nous avons fait pour l'inondation. On l'a pour le tremblement de terre et on va le faire
pour d'autres risques qui restent actuellement, principalement, on va dire, des simulations sur les violences de l'homme et le terrorisme. Et on a d'autres éléments sur lesquels nous travaillerons, comme l'avait annoncé lors de l'ouverture Monsieur le ministre des Finances. Donc, je vais conclure avec ces éléments-là. Donc, pour pouvoir faire ce travail-là, donc il faut partir d'un modèle ALIA. Qu'est-ce que c'est que l'ALIA? Donc, c'est les inondations. Donc, avoir un catalogue d'inondations, donc connaître quelle est la fréquence, quelle est la probabilité, quelle est l'intensité, tous ces éléments qui concernent le modèle ALIA, par exemple l'inondation. Ben, cette ALIA-là, elle va être appliquée sur des risques. Ici, on est dans le cas des maisons. Donc, c'est le modèle vulnérabilité ou bien exposition. Donc, on va le voir un peu plus tard. Et lorsque cet ALIA, il agit sur cette exposition, ben, en fonction de la gravité, il y a un modèle de dommage. Donc, on va avoir ici le cas, comme on est dans le cas des inondations. Donc, c'est la hauteur d'eau qui va définir l'autodistruction. Donc, des courbes ont été développées en fonction, on va dire, de l'utilisation des biens. Et puis après, donc, on va avoir une estimation des dommages. C'est la conséquence, évaluation de la perte qui est par risque. Et c'est ces éléments-là qui vont permettre un peu plus tard à avoir une estimation, je dirais, des pertes probables et aussi de faire, on va dire, de l'externalisation, une partie de couverture, comme je vais le dire un peu plus tard. Lorsqu'on regarde au niveau des expositions, lorsqu'on regarde le risque inondation, il faut avoir une base de données, on va dire, maison par maison. Donc, maison, on va connaître la superficie, on va connaître la valeur de cette maison-là, l'étage, le type de construction, comme on a ici, est-ce que c'est béton armé, est-ce que uniquement des briques en terre cuite, est-ce que, donc tous ces éléments-là, ils vont définir un petit peu après, on va dire, la conséquence de cette ALIA, les conséquences financières de cette ALIA-là. Les informations sur lesquelles nous avons travaillé, ce sont des informations qui viennent uniquement de recensement national et donc on a l'information qui est agrégée par commune. Nous avons 1537 communes au Maroc. Donc il fallait désagréger ces informations et donc on a utilisé des algorithmes qui ont permis d'avoir sur les cartes, sur une base MNT, donc on a sur les cartes risque par risque, maison par maison, avec les informations, les coordonnées, on va dire GPS de cette maison-là et un certain nombre d'informations que nous allons utiliser comme la valeur locative, comme la valeur de reconstruction, tous ces éléments-là nous intéressent. On est parti donc pour développer le modèle ALIA. Donc, je vais aller vite parce que le temps, je sais qu'il est très suivi par Marc. Donc, on est parti des précipitations, donc des modèles météorologiques qui nous donnent des précipitations. Donc, on les a avec des résolutions de 5 km. Sur ces modèles météorologiques, on a le débit, parce que le plus important, c'est le débit. Lorsque le débit il est fort c'est ce débit-là qui va avoir un impact qui va causer les dommages. Et donc, on fait sur ces débits-là et on fait sur un modèle de débordement, donc au niveau des cours d'eau, par exemple, et on va voir quel est le débordement au niveau des cours d'eau avec la hauteur. Et puis, on va mesurer, on va regarder toutes les maisons, toutes les constructions, par exemple, ici, qui sont sur la zone bleue, la sortie de la rivière, et ça permet un peu d'estimer un peu plus tard le risque lorsqu'on utilise les taux de dommage. Et donc, les taux de dommage, donc on a des taux de dommage qui ont été développés dans le cadre de la stratégie nationale des risques catastrophiques, donc des taux de dommage en fonction de l'usage et en fonction de la hauteur d'eau, donc la hauteur d'eau sort du modèle précédent. Et puis, effectivement, après, on va calculer l'estimation de dommages, donc maison par maison, donc qui rentre dans la zone de débordement de la rivière. Donc, on a le taux de destruction qui vient de la courbe de dommages ici en fonction de la hauteur d'eau au niveau du risque étudié. Et puis, la valeur assurée, on a une estimation de la valeur assurée. Et puis, la probabilité de sinistre, donc, qui vient des modèles ALIA. À partir de là, on définit quelle est la perte probable
c'est-à-dire que quelle est la probabilité de dépasser un événement. Donc, on fait ces cartes-là et à partir, c'est ces courbes-là ou bien c'est ces graphiques-là qui vont nous donner une connaissance du risque. Donc, par exemple, si je dis que à 50%, donc en moyenne, on va avoir ce chiffre-là. C'est le chiffre, par exemple, ici, et les 200. Donc, on va dire qu'en moyenne, ça va être 100 unités monétaires qui représentent la perte, mais on a par exemple ici une probabilité de 5% d'arriver pas à 100, mais peut-être à 5000 ou 8000 unités. Donc ces éléments-là qui vont nous permettre de quantifier le risque et d'étudier quelle est la stratégie d'externalisation. Donc, on a fait des courbes d'analyse. Ici, on a regardé ce qu'on appelle ici les réserves, c'est les fonds propres. Ici, de faire appel à l'endettement et de faire la réassurance parce que la dette, elle a un coût, les fonds propres ont un coût et on va dire l'externalisation, l'assurance, la réassurance, il a un coût. Et à ce moment-là, donc, on a fixé jusqu'à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, c'est le moins coûteux, c'est, on le voit ici, c'est la réserve. Et après, c'est le risque. Et à partir de là, donc, on va prendre, c'est cet élément-là qu'on va prendre l'assurance. Donc, ça va constituer une franchise. Tout cet élément-là, c'est la franchise optimale. Et on va couvrir cette franchise optimale par une partie des fonds propres et une partie avec un crédit donc, de contingent, c'est-à-dire un crédit qui se déclenche automatiquement une fois qu'il y a la catastrophe. Et ça permet de disposer de fonds rapidement pour indemniser. Et plus les fonds propres augmentent, bien sûr, plus le besoin de crédit diminue jusqu'à arriver à un certain niveau. Et à ce moment-là, c'est le niveau des fonds propres qui va couvrir le risque. Alors, cette analyse nous a permis aussi d'analyser des événements historiques, donc de regarder les événements historiques, d'abord pour calibrer le modèle et de voir un petit peu ce qui se passe, puisque sur un certain nombre d'événements historiques, l'information peut ne pas être détaillée avec des cartes, mais on n'a qu'un certain nombre d'éléments. Donc, on a regardé, là je vais présenter 3 événements. Ce qu'on voit ici, par exemple, en noir, ce sont les constructions. Et donc, on voit ici l'événement à Meknès de 1997. Donc, on voit un certain nombre de rivières où il y a eu des débordements qui ont touché des zones habitées et ça nous permet après de zoomer et de compter même habitation par habitation avec le niveau en fonction de la hauteur d'eau qui est donnée par ce modèle-là. Ça nous permet aussi d'estimer le taux de dommage et ça nous permet de reconstituer la valeur du sinistre historique puisqu'il y a un manque. Officiellement, ce que nous trouvons, c'est beaucoup plus les statistiques en nombre, comme ici, 76 personnes décédées, 2 personnes disparues, 19 personnes blessées, 66 maisons ont été détruites, mais il n'y a pas une évaluation. Donc, on arrive avec ces modèles, donc de reconstituer les modèles, de pouvoir reconstituer les valeurs assurées. Ici, c'est les événements de 99, donc à Marrakech. Et donc, on voit ici la ville de Marrakech, les constructions, c'est la partie en noir ici, et on voit la rivière Tinsift ou le débordement. Donc, lorsqu'on zoome, on peut arriver à une résolution à peu près 30 mètres par 30 mètres, et donc de regarder ce qui se passe tout autour pour pouvoir aussi mesurer l'impact de cet événement-là. On l'a fait aussi au niveau dans le sud du Maroc, à Guelmim, 2014, les inondations de 2014, et on a l'Oued ici, la rivière a débordé, donc on voit ici, c'est la ville de Guelmim ici, et qui est traversée par une rivière, et donc on voit le niveau de débordement. La couleur, ici, la nuance de couleur, elle indique le niveau de débordement. Donc, le débordement pour mesurer les conséquences de cet événement-là. Cet événement, il nous permet aussi, il nous permet aussi de simuler des événements futurs. Donc, on a vu le passé. Et ici, donc, on est sur une rivière, Oued Sbou, qui est dans la région de l'Arrache. Et on voit ici, si jamais il y a une crue, avec les périodes de retour, on a la probabilité ici de ces événements-là. Ça nous permet de voir la tâche
au niveau des zones qui sont touchées et on a les constructions, donc on peut parfaitement mesurer ces éléments-là et évaluer l'impact d'un tel événement s'il se réalise. Donc c'est pareil, donc ici au niveau d'une autre ville au Maroc, et donc on a les constructions ici le détail et on voit la même rivière donc de Sebou qui passe par là, donc on la voit passer par ici. Et donc s'il y a un débordement ici et on voit même avec la nuance de la couleur, donc on voit ce débordement par période de retour. Donc la partie rouge foncée, ce sont des événements qui ont une période de retour de 10 ans, mais bleu foncé comme ici, ces zones-là ne seront touchées qu'une fois par siècle. Donc le même travail, donc on l'a fait aussi, donc on l'a pour les grandes villes, comme ici, donc on voit si Casablanca est touchée. On connaît très bien ici Siwad Bouskoura, donc heureusement qu'il y a eu des travaux de déviation au niveau de cette rivière. Donc, ces éléments-là nous permettent d'avoir une estimation de dommages et de connaître les zones touchées et arriver à estimer un petit peu les dommages. Donc, on voit pareil ici la sortie du Oued autour de Marrakech. Donc, on a un certain nombre de rivières et on peut mesurer l'impact. Ici, c'est la ville de Tanger. Donc, pour conclure, pour pouvoir gérer un risque, donc il faut le mesurer. Donc, il faut développer des outils de ce genre-là, mais il faut y aller d'une manière parce qu'on est sur une phase où nous avons démarré, on va dire en 96 au Maroc, donc ces risques-là, donc ça reste relativement récent. Il faut constituer les bases, améliorer l'estimation, améliorer les outils de quantification et de pouvoir avancer, on va dire avancer sur la gestion des risques. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui a été fait pour l'inondation et le tremblement de terre. On a d'autres éléments sur lesquels nous allons travailler prochainement, mais comme l'a annoncé Monsieur le ministre lors de son allocution d'ouverture, nous avons d'autres éléments sur lesquels nous allons commencer à y réfléchir, principalement les effets climatiques. Lorsque je regarde ces éléments-là d'inondation que nous avons fait, on est parti sur une hypothèse pour ne pas complexifier le modèle, c'est que le passé se répète de la même manière dans le futur. Mais on sait très bien, avec les changements climatiques, ces éléments-là, c'est pas très, on va dire, c'est pas très raisonnable de prendre une hypothèse. Et là, on démarre incessamment l'impact des changements climatiques sur le régime de risque catastrophique au Maroc. Et puis, nous avons d'autres éléments, comme l'a dit Monsieur le ministre. On va travailler aussi, mener des réflexions sur les pandémies et pourquoi pas commencer dans quelques années aussi, comme ça a été dit par Gilbert à l'introduction, ces phénomènes de Black Swan, donc le cygne noir, et élargir un petit peu la connaissance et la gestion des risques catastrophiques au Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abderrahim. C'était absolument passionnant. Et donc, pourquoi on est tellement concerné par cette approche, c'est qu'en fait, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est les risques systémiques, c'est la pandémie. On a bien compris qu'aujourd'hui, le régime mis en place au Maroc ne couvrait pas ça, mais qu'il était possible qu'ils s'y mettent à réfléchir sur ces sujets. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir combien il est nécessaire de travailler pour identifier les risques, les mesurer. Et les exemples que tu as donnés sont parfaitement l'illustration de ce besoin que nous avons, nous, risk managers. Pour pouvoir travailler, il faut identifier les risques, avoir les moyens, prendre les mesures, faire des cartes, regarder tout ça dans le détail. C'est un vrai travail important que fait le risk manager. Et donc, cet exemple du Maroc, au-delà du fait qu'il permet aux gens de le comprendre, parce que c'est important pour nous, tous, communauté des risk managers qui travaillons au Maroc en particulier, c'est de comprendre, mais de bien voir que ça ne peut pas se faire comme ça. Je veux dire, il faut mettre en place des outils, il faut travailler. Bon.
Donc, à nouveau, merci. Comme le temps passe, je vais tout de suite donner la parole maintenant à Myriam qui nous a rejoints. Donc, Myriam Abidbra va présenter la position de l'association des risk managers marocains qu'elle représente. Et puis, elle va surtout, et c'est ça qui est intéressant, en essayant d'aller relativement rapidement dans sa présentation, elle va montrer les cas concrets des questions que se sont posées les risk managers au Maroc et comment ils ont traité la question et comment ils ont pu faire face à cette crise du Covid. Donc, Myriam, je te passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Myriam Abidbrat, je suis membre fondateur et secrétaire général de l'AMRAEM, donc, qui est l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise au Maroc. Donc, comme vous l'avez expliqué, l'association est créée par et pour les risques managers et responsables d'assurance des entreprises marocaines. Et elle est justement créée pour avoir cet espace d'échange autour des problématiques et sujets d'actualité. D'accord? Donc, justement, ou notamment le sujet des traitements des risques ou transfert de ces risques vers les assurances. Donc, l'objectif du webinaire étant de discuter, on va dire, les assurances pour rendre les entreprises plus résilientes face à des événements systémiques. Donc, j'ai préféré remonter justement des cas concrets, d'accord? Donc, des cas pratiques de par, de mon secteur d'activité qui est l'expertise et principalement l'expertise assurée. Donc, je suis très, très proche des assurés, surtout en cas de sinistre. Et de part également en tant que membre d'association. Et donc, par rapport aux questions que nous recevons tout le temps et demandes d'explication et de clarification de la part des membres de l'association, soit en tant qu'entreprise ou en tant que particulier, et les assurés en général. Donc, en fait, je vais traiter, si vous voulez, trois principaux axes. Alors, les axes que je vais traiter, ça sera premièrement les pertes d'exploitation sans dommage, qui est un sujet phare en ce moment-là, notamment dans le cadre de la gestion épidémie-pandémie. Et je vais traiter en fait des cas qui sont très particuliers, très spécifiques, qui correspondent aux risques naturels, que ce soit pour les contrats PRC après inondation ou pour le cas des tempêtes, mais principalement dans le secteur agricole. Alors, donc déjà, on va se poser la question, quand est-ce que les risques managers ils se sont demandés ou se poser la question sur les pertes d'exploitation sans dommage. Donc, il y avait deux cas de figure pour le contexte marocain pour cette année, que ce soit en 2020 ou en 2021. Premièrement, c'est la pandémie. Donc, au tout début de la pandémie, donc, les risques managers, bien sûr, les responsables d'assurance, ils voyaient qu'il y aura une fermeture des usines, un arrêt, une cessation de l'activité au niveau de la production ou de la vente ou de la distribution. Donc, ils ont commencé à poser la question, ils ont contacté, que ce soit l'AMRAEM ou nous en tant qu'experts, est-ce qu'on peut quand même activer la garantie perte d'exploitation dans ce cas-là? Parce que la garantie perte d'exploitation, elle sert finalement à ça, c'est de me garantir ma baisse de chiffre d'affaires. Alors, il y avait le deuxième événement, donc tout le monde le sait, donc Casablanca, qui est le pôle industriel du Maroc, a vécu une phase d'inondation en janvier 2021, donc c'était suite à des précipitations pluviales. Donc, principalement, on avait des axes industriels, notamment sur la zone Ain Seba ou la Tarh, qui étaient complètement, on va dire, avec une impossibilité d'accès. Donc, on ne pouvait plus accéder aux unités industrielles pour continuer le mode normal de fonctionnement des industriels. Donc, également, on a reçu beaucoup de questions et beaucoup de demandes de clarification. Alors, moi, dans ce sens, ce que j'ai essayé de faire dans mon intervention, c'est de prendre des extraits de contrats concrets, d'accord, de contrats d'assurance, et en fait, de lire ensemble la définition. Parce que, à mon sens, que ce soit les assurés ou que ce soit d'autres personnes dans le secteur, on n'a pas souvent le temps de lire en détail ces clauses contractuelles. Alors, là, en fait, on a une définition classique
de la perte d'exploitation. Donc, on nous dit clairement que les assureurs garantissent à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation, 1. d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, et 2. de l'engagement des frais supplémentaires d'exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée. Alors, concrètement, et pour simplifier, parce que je sais que c'est très juridique et c'est très technique, concrètement, c'est que si je suis à l'arrêt et que j'ai soit je génère 0 chiffre d'affaires ou j'ai une baisse de chiffre d'affaires, par exemple de 60%, mon assureur, il va m'indemniser des charges fixes que je continue à décaisser et la marge bénéficiaire correspondante à ce chiffre d'affaires perdu. D'accord? Alors, par rapport aux frais supplémentaires, prenons un cas concret. Aujourd'hui, j'ai un produit, donc je le fabrique à 100 dirhams l'unité, je le vends à 150, donc j'ai une marge de 50 dirhams. Je dis à l'assureur, OK, donc je ne peux pas produire effectivement, mais je peux avoir recours à la sous-traitance. Sauf que la sous-traitance, elle va me coûter 120. Donc, l'assureur, il sera d'accord sur le fait de me payer le delta, qui est de 20 dirhams, pour sauver le chiffre d'affaires correspondant, qui est de 150. Donc, c'est ça le principe. Mais le point le plus important et auquel il faut faire attention, c'est ça. C'est qu'en fait, ces pertes d'exploitation, ils sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu. Autrement dit, les pertes d'exploitation doivent être consécutives à des pertes d'exploitation, à un dommage matériel garanti dans le contrat. Donc, parlons un petit peu des PME marocaines et d'une majorité des structures marocaines. Donc, on a des contrats multirisques industriels. Sur les multirisques industriels, le principe, il est très clair. Donc, quand on a des garanties, en fait, c'est ce qu'on va avoir sur les garanties de notre contrat qui rentre dans la couverture. Et donc, clairement, si on n'a pas la garantie épidémie-pandémie, ben, automatiquement, les pertes d'exploitation consécutives à cet événement ne seront pas garanties. Mais par contre, l'ambiguïté qui s'est posée par rapport à ça, c'était principalement les assurés qui disposent d'un contrat tout risque sauf. Et là où ce qui n'est pas mentionné dans les exclusions, il est automatiquement garanti. Et donc, clairement, si l'assureur ne met pas sur sa liste d'exclusion l'épidémie-pandémie, bah, automatiquement, on laisse on va dire un terrain de discussion par rapport à l'assuré qui va se poser la question, mais pourquoi pas je ne serai pas garanti puisque ceci ne figure pas dans la liste de mes exclusions. Alors, partons au deuxième cas, qui est les inondations. Donc, les inondations, ils ont causé une impossibilité d'accès au site. Et dans ce cadre-là, donc, certains contrats, ils disposent d'une extension de garantie. Là aussi, j'ai retrouvé un extrait d'une police d'assurance. Donc, c'est une extension de la garantie perte d'exploitation aux impossibilités d'accès. Donc, on nous dit que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives aux impossibilités d'accès. Donc, une interruption ou une réduction des activités de l'assuré consécutive à un dommage matériel non exclu par le présent contrat. Donc, ça, c'est un point sur lequel nous allons revenir, survenant aux alentours et au voisinage et empêchant, soit totalement ou partiellement, d'accéder ou de sortir des lieux où s'exerce l'assurance et où le fonctionnement de l'un des biens assurés. Donc, une impossibilité d'accès aujourd'hui, on peut la voir, que ce soit dans le cadre d'un événement inondation ou les émeutes, par exemple, et les mouvements populaires. Donc, je ne peux plus accéder à mon site, sachant que mon outil de travail ou mes biens assurés, qui sont les bâtiments, le matériel et ma marchandise, elles ne sont pas endommagées. Donc, je n'ai pas de dommages sur mes biens assurés, mais par contre, il est au voisinage. Sauf qu'encore une fois, cette garantie, il y a une condition. En fait, on nous dit que ça doit être consécutif à un dommage matériel non exclu. Ça veut dire obligatoirement dans mon contrat, je dois avoir la garantie émeute, mais mouvement populaire, ou la garantie inondation pour pouvoir en bénéficier, même si ça ne touche pas, pour pouvoir bénéficier de l'impossibilité d'accès ou des pertes d'exploitation suite à l'impossibilité d'accès, même si je n'ai pas de dommages sur mes biens assurés. Donc, encore une fois, ce genre de garantie il est accordé à hauteur de capitaux qui sont un petit peu limités, donc on n'a pas de sous-limite très importante sur les contrats, et avec des franchises qui sont relativement élevées
comparé aux capitaux accordés ou aux périodes d'indemnisation accordées. Alors moi, personnellement, de la part de mon expérience sur le marché local, le marché marocain, ben, j'ai vu en fait ce genre de garantie sur 4 principaux volets. En fait, c'est la slide suivante. Alors, c'était principalement dans le secteur des énergies, c'est les parcs éoliens, et c'est principalement des contrats programmes, encore une fois, ou des contrats avec un wording d'un courtier international, sur des centrales thermiques localement, donc on a les pertes d'exploitation sans dommage, sur de l'industrie pharmaceutique, mais principalement, encore une fois, sur des contrats programmes, et sur le secteur minier, mais pas plus. Ça veut dire que ce n'est pas des garanties qu'on va retrouver sur des contrats classiques ou des contrats basiques. Donc, en fait, aujourd'hui, les assurés ont besoin de ce genre de produits d'assurance, de souscrire ce genre de produits d'assurance, mais tout en améliorant la communication. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne lit pas les clauses ou on ne transmet pas, on n'explique pas les clauses contractuelles ou les garanties accordées et on n'explique pas en tant qu'assureur, en tant qu'intermédiaire, en fait, les définitions et les conditions de souscription. Et c'est ça ce qui crée cette polémique autour de ces sujets. Alors, d'où l'intérêt, Myriam, d'où l'intérêt de notre table ronde aujourd'hui et merci de cette présentation très concrète. J'interviens juste pour te dire qu'il faut même accélérer un tout petit peu pour que tout le monde puisse avoir le temps, parce que je pense que l'exemple est extrêmement important de dire concrètement, voilà ce qui se passe, on a besoin. Mais malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc d'accélérer un tout petit peu. Merci. Alors, en fait, brièvement, sur les 2 autres points, c'est plutôt une remontée de contraintes que nous rencontrons et que les assurés en fait subissent dans le cadre du sinistre, parce que finalement, si on achète un produit d'assurance, c'est pour voir finalement son application ou comment on va le traduire en cas de sinistre. Donc, je vais rapidement évoquer le cas des contrats tout risque chantier après inondation. Tout simplement, dernièrement, et c'est devenu récurrent, on a un taux de rejet très, très important. Je suppose qu'il n'y a pas de statistiques claires par rapport aux inondations dans le cadre des tout risques chantiers. Mais moi, en tant qu'expert assuré, donc, je peux vous dire que 8 dossiers sur 10, ils sont aujourd'hui rejetés, tout simplement à cause de la clause projetée là à l'instant, qui est la clause 110 et qui concerne les conditions particulières des mesures de protection contre la pluie, les crues et les inondations. Et bien, en fait, cette clause, elle stipule clairement que l'assuré doit mettre en place un certain nombre de mesures de protection adéquates. Et ces mesures de protection sont jugées adéquates quand ils sont issus d'une étude sur une période décennale. Donc, pour ce contrat, c'est sur une période décennale, mais pour d'autres contrats, on a une période de 20 ans et parfois une période de 50 ans. Ça dépend des types d'ouvrages. En se basant sur les statistiques du service météorologique officiel. Donc, concrètement, on doit prendre les statistiques du service météorologique, étudier les statistiques sur 10 ans, ressortir un certain nombre de mesures de protection à mettre en place sur les chantiers pour pouvoir bénéficier de mon capital de la garantie en inondation en cas de sinistre. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un nombre de rejets parce que justement, il n'y a pas de compréhension de cette clause. Et les assurés, qu'est-ce qu'ils proposent dans ce sens? Ils proposent qu'il y a une communication avec les assureurs. Moi, je pense que cette étude, elle doit être un élément obligatoire à la souscription. Parce que je vois mal un assureur en cas de sinistre qui va juger l'adéquation des mesures de protection qu'on n'a pas discuté au préalable. Donc, l'objectif, ça sera automatiquement d'aller vers le rejet et de critiquer ces mesures mises en place pour rejeter le sinistre. Donc, la discussion pour moi ou la clarification de ces mesures à mettre en place doit être établie au préalable au moment de la souscription ou en demande, comme quand on demande par exemple le bordereau des prix, le marché, on demande à l'assuré de fournir l'étude sur les statistiques météorologiques des SNAC avec la liste des mesures ou des recommandations à mettre en place pour faciliter le traitement en cas de sinistre. Donc, pour moi, en fait, parfois, on achète des produits d'assurance qui vont finalement servir à rien si on ne met pas en place les conditions de souscription.
Donc, j'ai pensé à un point à titre d'anecdote, par exemple, dans le cadre des inondations, et c'est le vécu de tous les jours, c'est la garantie frais de déblai. Parfois, on a, par exemple, des dommages en inondation, et en fait, où l'assuré engage réellement que les frais de déblai et de pompage. Et on lui dit que ces frais de déblai sont en pourcentage de l'indemnité. Lui, il a engagé des frais de déblai pour sauver son ouvrage, mais finalement, s'il n'a pas de dommage fait à l'ouvrage, ben, on ne peut pas déclencher cette garantie. Donc, tout simplement, il ne sera pas indemnisé par rapport à ses frais engagés. Donc, ça, c'est des cas concrets. Je passe brièvement à l'autre cas qui est des tempêtes ouragans. Et là, pour moi, en fait, c'est vrai que les assureurs locaux, ils font beaucoup d'efforts pour développer des produits adaptés au secteur agricole. Donc, on a commencé à avoir des produits grêles, des produits tempêtes et vents violents, etc., avec une perte d'exploitation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années dans le secteur agricole. Mais en fait, il faut aussi trouver l'adéquation entre ces garanties et entre le risque dans le secteur agricole. En fait, on parle toujours dans le cas des tempêtes de la présentation d'une attestation qui justifie que la vitesse de vent, elle dépassait 80 km/h ou 100 km/h. Or, là, on n'est pas face à des bâtiments construits en dur. On est face à des produits sur pied, sur des arbres. Donc, c'est des plantations ou c'est des plantations ou des fruits sous serre. Et donc, en fait, même sur l'attestation du service météorologique compétent, et à titre d'anecdote aussi, on voit que vent violent, c'est à partir de 56 km/h. Or, on a une condition contractuelle qui doit être respectée, qui est 80 au 100. Et au-delà, ou avant, ou si on n'arrive pas à atteindre cette vitesse de vent, ben, tout simplement, le sinistre il sera rejeté. Donc, encore une fois, ce genre de garantie n'est pas adapté au produit ou à l'activité pour laquelle il est destiné. Donc, voilà brièvement, j'espère que j'ai été courte dans mon explication et j'espère que j'ai transmis un petit peu le message parce que là, ce que je viens de transmettre, c'est pas ma position personnelle, mais c'est également une visibilité ou un vécu d'un ensemble d'assurés lors de l'activation des garanties contractuelles existantes. Merci Myriam. Quelle expertise, quelle belle présentation concrète, pratique. On voit qu'effectivement, il faut rejoindre l'association des risk managers marocains, qu'on y trouvera des réponses aux questions posées. Je pense que c'était parfaitement clair. Moi, ce que je ressors à nouveau, c'est que ce que tu dis, c'est qu'il faut peut-être plus de communication entre les risk managers et les assureurs. Et ça, c'est le thème qui ressort toujours, plus de communication. Je pense que cette période que l'on vit de pandémie, de difficulté à trouver les réponses, la solution, c'est d'être plus proche, de se parler davantage. Alors, pour être encore plus dans cette approche de quoi les entreprises ont-elles besoin pour faire face à cette situation, maintenant, je voudrais donner la parole à Lydia Bellage, qui donc représente un groupe d'entreprises qui opère de façon très significative en Afrique francophone en particulier. Donc, elle intervient depuis Lomé et nous allons lui demander ce qu'elle pense que son entreprise peut faire pour améliorer la situation. Quelles sont les solutions? Est-ce que c'est des solutions de davantage prévention, des solutions de davantage de solutions financières, de montage financier? Parce que derrière toute cette présentation qu'on a fait jusqu'à présent, on va voir qu'au bout du bout, il y a peut-être aussi à améliorer des schémas financiers. Au-delà de la relation directe assureur-assuré, peut-être qu'il y a des schémas financiers améliorés. Donc maintenant, je veux bien donner la parole à Lydia, si elle peut la prendre. Bonjour, merci Marc et bonjour à tous.
Donc, c'est très intéressant de passer après mon confrère Aziz et l'ensemble des intervenants et également Myriam qui nous donne des exemples concrets et c'est ce qu'on a besoin, nous, risk managers, aujourd'hui. Donc, moi, je vais être bref parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais il y a des moyens qui ont été mis en place par les entreprises et avec la casquette risk manager face à cette pandémie, par exemple. Donc, il est primordial pour les organisations du secteur d'entreprendre immédiatement en priorité une évaluation des conditions contractuelles avec les clients. Donc, moi, je vais aller sur ce côté-là, sur la prévention. Donc, c'est une prévention qui s'est faite en 2 étapes. C'est-à-dire, on en a parlé dans les différents échanges qu'on a eus. Ce qui a été mis en place au niveau de l'entreprise que je représente, et pour donner, comme Myriam, des exemples concrets, au début de la pandémie, ça nous tombe sur la tête. Vous savez très bien qu'on a eu aussi bien des fermetures de frontières. Nous, notre société, c'est une société de transport et de logistique, donc vous imaginez l'impact. On a eu des restrictions sur les trafics aériens, les trafics maritimes, des fermetures de ports ou des trafics fluidifiés, ce qui a impacté aussi toutes les opérations post- et pré-acheminement de nos clients. Et ça a été tout de suite une source d'inquiétude pour nos clients, pour nos différents services. Donc, tout de suite, la réaction, ça a été un peu les clauses de force majeure. Aujourd'hui, l'autorité portuaire nous annonce la fermeture de tel port. On fait du back-to-back avec le client. Donc, on va dire les 3 premiers mois, parce que vous savez très bien que le transport, c'est bien représentatif parce que c'est transversal et ça représente bien le monde des affaires parce que vous avez des fournisseurs, des sous-traitants, des clients et de la marchandise qui circule. Donc, les 3 premiers mois, ça a été vraiment voilà, du back-to-back avec nos clients. On a eu de la chance en Afrique et je pense que c'est un bon exemple. On a eu une belle communication avec les autorités. Les autorités ont été pro-réactifs, ils ont beaucoup légiféré à travers des décrets. Quand il y a une fermeture, ça nous a permis vraiment de développer, quand on dit la communication, aussi bien avec les clients qu'avec les autorités. On s'est retrouvés tous partenaires aujourd'hui. Les États étaient victimes et on est quand même important dans l'économie, dans les secteurs d'activité. Et il y a eu, même s'il n'y a pas eu toujours les accompagnements derrière pour justement pallier à ce que l'assureur ne prend pas en charge sur les pertes d'exploitation et tout ce qui en découle, il y a eu quand même de bonnes communications qui nous a permis d'être pro-réactifs vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en temps réel, un client qui vous confie une marchandise, il veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, et même si dans les conventions internationales, la définition des délais reste toujours un peu, on a toujours des marges de manœuvre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans les cotations qui nous sont demandées, le client il veut savoir quand ça part, quand ça arrive et à quelle heure ça arrive. Donc aujourd'hui, il y a une pression sur ça. Donc la première prévention, ça a été faire de la bonne communication vis-à-vis de nos clients. Nos clients sont souvent des opérateurs internationaux qui ne sont pas dans les pays. Donc il fallait savoir qu'est-ce qui se passe à Abidjan. Sans compter que sur le 2020-2021, nous qui opérons en Afrique, on a eu non seulement la pandémie, il y a eu beaucoup aussi tout ce qui est risque politique avec beaucoup d'élections dans les pays. On a eu la situation au Mali avec la fermeture des frontières. On a eu les petits échauffourées pré- et post-électoraux qu'on a eu en Côte d'Ivoire et qu'on a encore un peu au Niger aujourd'hui. Donc, il y avait tout ce contexte-là. Donc, aujourd'hui, on doit donner cette communication à nos clients. Ensuite, on s'est adapté. Il y a eu la phase, on va dire, communication, mais il y a eu la phase réaction. La réaction, elle s'est faite à la revue de tous nos contrats et nos engagements contractuels et pré-contractuels avec nos clients. C'est-à-dire d'intégrer, et pour aller dans le concret, aussi bien dans nos cotations que dans les contrats, c'est-à-dire ce que j'appelle la clause force majeure pandémie Covid. Donc, une clause dédiée et je vais vous en lire quelques lignes pour vous donner des exemples. Ça pourra servir à d'autres risk managers ou des sociétés. Donc, vous avez la définition de la force majeure dans les contrats. On entend par force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties qui empêche une partie de réaliser toute ou partie de ses obligations ou la retarde dans la réalisation de ces dernières. Une partie touchée par un événement de force majeure devra en notifier l'autre partie, donc la communication avec le client, dans les meilleurs délais et ne sera pas considérée comme un défaut de ses obligations impactées par l'événement de la force majeure. Là, vous lisez une définition qui est très concrète,
qu'on a voulu. Souvent, vous avez des tartines de clauses de force majeure, mais ce n'est pas limitatif. Là, on a quand même un élément, on définit, c'est la définition juridique, imprévisible, irrésistible, extérieur, mais surtout l'impact, c'est-à-dire qui est le fait générateur d'une conséquence qui empêche une partie de réaliser toute ou partie de ses obligations ou la retarde. Donc là, on est parti vraiment dans nos rédactions, vraiment dans du concret. Ensuite, donc l'intégration de la pandémie Covid-19, les parties reconnaissent et acceptent que les engagements pris par elles dans le cadre du présent contrat, aussi bien financiers que les délais de réalisation, ne prennent pas en compte la pandémie actuelle de Covid-19 et de ses conséquences. Par ailleurs, les parties conviennent également que la proposition qui a été faite, donc c'est la cotation, vous savez qu'on travaille sur l'offre et la demande, donc on fait une cotation dans des conditions normales, on vend un transport chiffré et la réalisation devront être basées des conditions de réalisation normales, sans prise en compte des mesures spécifiques d'organisation des tâches pour répondre à des exigences de protection sanitaire liées à une épidémie des travailleurs, de toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact, des restrictions liées à une période d'état d'urgence ou à des conditions de restriction de déplacement issues de la loi ou des dispositions réglementaires applicables. Les parties devront intégrer une disposition, donc ça c'est dans la cotation, dans le contrat, qui permette une extension des délais. La pandémie, ça vous fait, le premier truc, c'est les blocages. Donc la marchandise, elle devait arriver la semaine prochaine, elle est bloquée dans un port. C'est la conséquence et les délais, mais également les paiements des surcoûts supportés par l'entreprise. Donc aujourd'hui, la prévention, elle est passée en premier sur ça. La première étape, la communication avec les clients. La deuxième étape, la protection précontractuelle au niveau de nos cotations, mais c'est également la revue 1 à 1 de nos contrats pour pouvoir faire les amendements nécessaires. Donc, il y a quand même un truc qui est positif, c'est que ça nous a permis de parler avec nos clients et avec nos partenaires pour leur dire ouvertement, on ne va pas se cacher. Et j'aime beaucoup les assureurs, les courtiers, et je les remercie parce qu'ils nous accompagnent, mais je suis désolée, moi, je n'avais pas de dommages et je ne vais pas avoir une perte d'exploitation consécutive à, je ne suis pas couverte. Si l'année dernière, sur nos polices, tout risque sauf, il y avait des petits écarts où on pouvait, vous avez bien vu les renouvellements de 2021, ils ont bien écrit, en gros, d'habitude c'était petit, en gras, mais en italique, maintenant c'est gros, en majuscule, la pandémie n'est pas couverte. Donc, on est sans solution. Donc, on a dû aujourd'hui prendre nos clients et les accompagner en leur disant attention. Pour vous donner deux exemples concrets, un navire arrive, tout l'équipage est testé positif Covid. On le met en rade, il n'a pas le droit d'échouer, le navire n'a pas le droit de décharger. Donc, vous imaginez bien que tout ce qui est charte partie sur Estari, donc nous, on a travaillé par contre avec les PNI, parce que nous, on est agents représentants de certaines lignes maritimes dans certains pays. Donc, nous, on représente, on accompagne, on fait de la prévention au niveau de nos salariés. Et l'Afrique est un exemple, hein, je peux vous le dire qu'on en est fiers, où il y a un respect des gestes barrières, des préconisations, donc on communique, donc aussi ça fait partie de la prévention, de protéger nos salariés, ça c'est la première chose, et aussi les équipages, donc avec les autorités, on a fait ce qu'il fallait en temps et en heure, ce qui nous a permis aussi de tester nos équipes qui étaient en contact avec les navires et de protéger, c'est de la logistique instantanée à la minute. On vous appelle en 5 minutes, il y a un navire, ils sont tous positifs Covid, on fait quoi? Donc, il y a dans la prévention, c'est vraiment de parler, de mettre les outils, de mettre les protocoles. Je n'ai jamais compris le sens de QHSE. Aujourd'hui, souvent, vous avez le juridique, le QHSE qui est en contrariété, le risque médiateur, l'assureur, le client. Aujourd'hui, tout le monde se parle. Et le fait qu'on ait des meetings, des teams, des zooms, ça permet à tout le monde de dire j'ai ça, qu'est-ce que tu préconises? Ah, mais moi j'ai mon expérience de ça. Donc il y a vraiment des procédures qui ont été mises en place. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième point sur l'exposition. Assez rapidement, Lydia, il nous reste les solutions à ce plan. Et là, je vais venir aujourd'hui. Il faut qu'on mette en place un produit. Et j'en appelle tous les jours à mon head management, je leur dis, c'est le moment, le marché il est prêt.
Maintenant que j'ai des partenaires marocains et je sais que le marché du Maroc va être exemplaire parce qu'on travaille beaucoup sur la finance avec le marché, les captives. Et je pense que ça serait une solution qui permettra de consolider la gestion de risque de chaque entreprise dans la partie qui est non assurable. Et là, vous pouvez mettre du terrorisme, vous pouvez mettre des catastrophes naturelles, vous pouvez mettre de la pandémie, mais aussi, vous savez qu'en transport, nous, on a les problématiques des amendes en douane. Donc voilà, mon exposé se termine là. Merci Lydia. Encore une fois, super le concret. On a besoin de ces messages concrets. Il faut faire des choses, il faut aller vers la prévention contractuelle. Donc, comme le temps est limité, je passe tout de suite la parole à Étienne de Varax parce que c'est maintenant qu'effectivement, avec cette intervention finale que Lydia fait sur les captives, qu'on va lui poser la question de savoir ce que lui, en tant qu'assureur international, réassureur, moi j'ai une expérience directe aussi pour avoir travaillé avec la captive du groupe dans lequel j'étais, de solutions nouvelles, alternatives pour faire face à ces difficultés que l'on a. Donc, merci Étienne de prendre la parole pour nous donner les réponses que les assureurs peuvent apporter à cette situation de façon à nous permettre d'être plus résilients. Bonjour à tous, merci Marc et merci à chacun des orateurs. Je pense qu'on a eu une très bonne entrée avec effectivement Aziz qui nous a bien précisé le cadre juridique. J'ai trouvé aussi très intéressante la présentation d'Abderrahim pour dire quelle est l'expérience de quelque chose qu'on considère il y a quelques années encore comme impossible à faire et que le Maroc a très bien mis en place précisément maintenant depuis 2020. Donc c'est effectivement un parcours intéressant. Si je regarde peut-être du point de vue des assureurs ou des réassureurs internationaux que je vais essayer de représenter d'une certaine façon, peut-être la première catégorie à laquelle on peut penser, c'est ce à quoi on a fait allusion, c'est une notion de se dire, effectivement, en fait, en termes de classe de risque, à quoi suis-je confronté? Alors clairement, on a fait allusion à des choses qui sont des dommages matériels, ça a été aussi beaucoup dit sur l'angle de l'expertise, par exemple, oui les inondations, oui les tremblements de terre, oui les tempêtes. Ce qui est frappant, et Abderrahim y a fait allusion aussi, c'est que probablement l'évolution climatique est aussi un facteur d'accélération, et on voit émerger des choses auxquelles on n'avait pas pensé, en fait, maintenant à l'échelon international. Pour donner le dernier exemple auquel nous nous sommes confrontés maintenant de façon très sensible pour certains de nos clients, la vague de froid au Texas, c'est quelque chose de totalement effectivement inhabituel et c'est effectivement un sinistre majeur avec par exemple sous l'angle des coûts, pour les experts en particulier je pense, un coût d'électricité qui est à $40 du kilowattheure le 12 février et qui le 15 février est à $9 000. Donc pour donner un petit exemple de choses qui peuvent offrir effectivement place à de beaux débats. Après, on a tout ce qui tourne autour de l'immatériel, et on a bien dit, est-ce que c'est effectivement de l'immatériel consécutif ou non consécutif? Et certainement, oui, la pandémie, c'est un parfait exemple, et on sait tous qu'on a un futur phénomène que l'on attend tous, ou que l'on n'attend pas, mais dont on sait qu'il viendra, qui est le côté cyber. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, le nombre d'attaques aujourd'hui en matière de systèmes d'entreprise est absolument à la hausse partout et de toute nature. Donc, par rapport à ça, je retrouve bien aussi l'idée de dire qu'il y a des questions de modélisation qui sont très importantes, elles ont été largement abordées. Et puis, il y a derrière l'idée de dire à quoi peut-on avoir accès. Et moi, je crois beaucoup que c'est une question de collaboration et trop souvent, c'est une question d'opposition entre l'auto-assurance et l'assurance, entre la finance et l'assurance, entre effectivement le privé et le public. Et je suppose qu'en fait, précisément, en tout cas, c'est la thèse que je vais essayer de présenter rapidement, les bonnes réponses sont souvent des collaborations entre différentes parties. Alors, quelles sont les parties pour être très court? Certainement les entreprises et au premier chef, évidemment, les risk managers et leurs associations, les courtiers, il y a été fait allusion, je pense qu'ils jouent un rôle très important de transformation. Les États, bien sûr, on y a fait allusion sur un certain nombre, évidemment, d'initiatives. Les fédérations d'assureurs ou de réassureurs qui jouent un rôle important, les réassureurs eux-mêmes. Et puis, dernier élément très important, les marchés de capitaux. Et de plus en plus, les marchés de capitaux, surtout en un temps où, pour de bonnes et de mauvaises raisons, les capitaux sont nombreux et abondants. Juste pour donner quelques rubriques très rapides que j'ai trouvées intéressantes en pensant à ce que je pourrais dire aujourd'hui. Un premier exemple que je trouve intéressant de risque considéré comme étant vraiment problématique pour les entreprises, et ce sont vraiment les entreprises qui historiquement ont fait très fortement pression, c'était la situation au Royaume-Uni, avec le terrorisme de l'IRA dans les années 80-90. Ça avait atteint une situation qui était ingérable pour les entreprises. Il y avait trop, effectivement, d'événements qui faisaient que c'était imprévisible et ingérable. Et donc, il y a une belle initiative qui a été lancée, qui s'est traduite par, en fait, en 1993, la création d'un pool sur le terrorisme qui s'appelle Poolré. Et pour être très court, le Poolré, c'est une initiative privée, avec le concours des entreprises et qui décident de faire quelque chose. Après, elles vont voir effectivement ces différentes parties, le gouvernement britannique de l'époque, et elles convainquent effectivement le Trésor de donner sa garantie. Donc, il y a un niveau premier étage avec de l'auto-assurance, un étage qui est un étage des compagnies d'assurance et de réassurance,
et un étage qui est un étage, une forme de garantie par le Trésor britannique qui est effectivement en place. Aujourd'hui, pour donner la taille qui est en jeu, ça veut dire que la capacité qui a été rendue disponible, c'est une capacité qui est en fait environ de 2,5 milliards de livres. Pour donner un ordre de grandeur, c'est un petit peu moins de 3 milliards de dollars par un effort qui maintenant a plus de 20 années d'expérience. Et il a payé, en fait, pour donner un ordre de grandeur aux entreprises, au cours des années, à peu près 600 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 700 millions de dollars ou d'euros. Ce qui est très intéressant dans le cas, effectivement, déjà de ce système, c'est que ça part des entreprises, ça se met en place avec un concours de l'État, avec une garantie de l'État sous une certaine forme, de la réassurance internationale. Et aujourd'hui, il y a aussi, depuis 2019, un apport des marchés de capitaux à travers, en fait, une obligation catastrophe de type terrorisme qui a été vendue par le pool et qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement, ce qui est encore un chiffre modeste, mais qui est à la hausse, en fait, à peu près 75 millions de livres, c'est-à-dire un peu moins de 90 millions d'euros, qui sont d'ores et déjà placés dans les marchés de capitaux et non plus dans l'assurance ou la réassurance traditionnelle. Juste un petit clin d'œil, parce que je pense par exemple à ce qu'a dit Abderrahim, qui est évidemment largement orienté à travers le fonds vers aussi les gens assurés ou pas assurés, aussi les particuliers. Il y a un très bel exemple historique qui existe depuis 1996, qui s'appelle la California Earthquake Authority, qui est aussi une initiative parfaitement privée par rapport au risque, évidemment, que l'on connaît tous, le fameux Big One qui peut intervenir, en fait, précisément en Californie. Et l'ambition des Californiens à l'époque, dans les années 90, c'était de créer un fonds qui soit capable de couvrir les dommages jusqu'à un risque qui est un risque de fréquence de tous les 400 ans. Donc, vous voyez que c'est déjà ambitieux, on n'est pas sur 25 ans, 100 ans ou 150 ans. Tout à l'heure, effectivement, sur le côté expertise, on disait 10 ans, 20 ans. Là, on dit on veut couvrir jusqu'à un événement qui interviendrait une fois tous les 400 ans. Et là aussi, pour être court, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un système qui aujourd'hui dispose en fait de à peu près une dizaine de milliards de dollars de capacité, qui est une initiative privée qui rassemble beaucoup de compagnies. Et ce qui est intéressant encore, c'est que dans cette dizaine de milliards, il y a à peu près aujourd'hui maintenant de l'ordre de 530 millions de dollars qui viennent aussi des marchés de capitaux, année après année. Donc les marchés de capitaux participent à la construction de cette structure qui a aussi beaucoup d'années d'expérience maintenant et qui est un élément très important. Très vite, le fonds marocain, moi je le trouve extrêmement intéressant. Abderrahim en a fait une excellente présentation que j'ai trouvé très lisible et je le trouve intéressant aussi parce qu'il est effectivement initiative marocaine avec un long travail, toute la modélisation qui a été faite, un rôle des compagnies d'assurance, un rôle effectivement d'ASCR, et puis je pense qu'il y aura une logique dans laquelle la question se posera éventuellement de pouvoir accéder au marché de capitaux, et ça me paraîtrait assez développement assez normal, peut-être qu'Abderrahim pourra en dire un mot, parce que on voit que c'est le type de choses qui participent bien de cette logique de partenariat et non pas de parties qui s'opposent, en fait c'est ensemble. Dernière chose que je dirais, c'est l'expérience française peut-être aujourd'hui, parce que la France effectivement a été très secouée. Et Aziz y a fait effectivement allusion tout à l'heure, comme dans d'autres pays, des conflits qui se sont traduits par, notamment pour les plus petites entreprises, des actions en justice, avec des décisions. Quelle a été la réaction des autorités françaises? Alors, elle n'est pas simple. Moi, je les ai trouvées un peu perdues à l'heure actuelle. Et malheureusement, on n'a pas conclu. Et c'est ça qui nous laisse peut-être aujourd'hui un peu plus perplexe sur l'expérience française, parce que le dialogue entre les pouvoirs publics, les différentes parties auxquelles j'ai fait allusion, ça n'a pour l'instant accouché de rien. Et le accoucher de rien, ça a été en fait pour l'instant de penser, si ce n'est à prélever 400 millions d'euros sur les compagnies d'assurance. Voilà. Donc ça a été ça la contribution forcée, pas dans un esprit, je trouve, très, très constructif en fait au parcours. Les choses qui restent en suspens à l'échelon de M. Le Maire aujourd'hui en tant que ministre des Finances, c'est autoriser éventuellement un compte épargne pour les entreprises plus petites. Personnellement, je pense que ce n'est pas un très bon système parce qu'est-ce qu'un restaurant va pouvoir épargner pendant un nombre d'années suffisant pour se constituer une sorte de compte qui permette de répondre à une situation de nature pandémie sans effectivement couverture d'assurance à proprement parler, personnellement, je suis perplexe. Mais c'est une des choses qui est restée sur la table et qui n'est pas validée pour l'instant. La deuxième chose, effectivement, et en fait, Didier y a fait allusion tout à l'heure, c'est la question des captives. Elle est revenue de plein fouet en France. Alors, en France, on a une situation qui est assez paradoxale, puisqu'il n'y a pas de législation sur les compagnies captives. Autrement dit, une compagnie captive, c'est une compagnie d'assurance ou de réassurance qui est créée par une entreprise industrielle ou commerciale pour traiter de ses propres risques. Et c'est un sujet qui est très ancien. Ça existe depuis le 19e siècle aux États-Unis. Ça existe pour des entreprises françaises depuis après la Seconde Guerre mondiale. Et si on regarde le panorama français, et Marc l'a très bien connu dans un grand groupe qui était Engie, on a aujourd'hui 7 compagnies en France qui sont des compagnies comme les autres, mais dont on sait qu'elles appartiennent en fait à des groupes industriels ou commerciaux. Par contre, on peut estimer que les entreprises françaises aujourd'hui sont propriétaires d'entre 100 et 120 compagnies d'assurance ou de réassurance, dont, comme vous le voyez, l'immense majorité est installée hors de France. Et elles jouent déjà un rôle très important pour le bilan. Alors, le ministre des Finances, maintenant, se pose la question, après des années et des années, de savoir s'il pourrait y avoir une évolution qui permette de faire quelque chose en France. Souhaitons ardemment que ce soit le cas, mais là, malheureusement aussi, ça n'a toujours pas débouché, et donc ça n'est pas fait. Pour vous donner un ordre de grandeur sur ce que ça représente quand même aujourd'hui, parce que c'est un enjeu
Parce que personnellement, je suis absolument convaincu que si les entreprises sont plus résilientes, c'est un élément majeur pour l'économie et c'est aussi un élément de souveraineté. C'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien le côté critique que ça peut représenter. Dans le monde aujourd'hui, fin 2020, 6304 compagnies captives. 6304 compagnies captives. Dans le monde entier, quand on tient compte des autres formules qui peuvent exister, qui tiennent de l'auto-assurance et qui sont de nature proche de celle des compagnies captives, on était un petit peu moins de 9500 compagnies de cette nature-là dans le monde. La moitié aux États-Unis, associées aux entreprises américaines, le reste, effectivement, dans le reste du monde. Et donc, je suis convaincu, effectivement, pour être court et laisser place aussi à quelques questions, que cette notion de la combinaison avec de l'auto-assurance, effectivement, est un élément absolument clé. Comme l'a dit aussi Lydia tout à l'heure, ça permet aussi de répondre à des questions qui sont des questions de couverture, de meilleure gestion des risques dans une entreprise et aussi de couverture de risques qui ne sont pas couvrables ou pas forcément, en partenariat avec d'autres. Et je pense que dans l'économie des pays africains, ça joue un rôle très important. Et pour moi, effectivement, le Maroc, en particulier, de par son industrie financière, de par la réglementation qu'il peut avoir par rapport à un centre de place, offre normalement une belle base pour pouvoir penser à ce type de choses à l'avenir. Et donc, je pense que ce serait dans l'intérêt général, effectivement, de pouvoir y réfléchir en un temps où aussi les compagnies captives sont un moyen pour traiter des risques, mais aussi pour avoir accès au marché de la réassurance conventionnelle, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et la non conventionnelle, avec en particulier, encore une fois, les marchés de capitaux. Et c'est ce que nous faisons beaucoup. Dernier petit clin d'œil par rapport à cela, pour finir. Par exemple, HDI en France, nous faisons à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et la moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé avec des entreprises qui ont des compagnies captives. Voilà pour boucler, Marc, et te repasser le témoin. Merci Étienne. Le délai, il est presque plus que dépassé. On va avoir du mal à avoir trop de temps pour des questions. C'était l'intérêt de cette table ronde. Je crois que la conclusion, c'est Gilbert qui va la présenter, mais ce que vient de dire Étienne, c'était le but de cette table ronde, c'est de dire qu'il faut que les entreprises travaillent davantage avec les assureurs, qu'il y ait plus de prévention et qu'on cherche des solutions de type alternative. Voilà. Donc, je propose à Gilbert de prendre la parole pour faire une conclusion. On va voir si on a encore un peu d'audience pour rester encore 10 minutes, mais on est déjà bien avancé. Donc, Gilbert, je te passe la parole. Merci Marc. Alors, bon, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit et qui était fort intéressant parce que finalement, voilà, on a posé quand même à l'occasion de cette table ronde les bonnes questions. Moi, je partirai quand même de ce qu'a dit Maître Belayashi sur les 3 conditions pour l'assurabilité finalement qui servent un peu de fil directeur puisque les 3 conditions, c'est quand même, je le rappelle, technique, juridique et économique. Et on a bien vu que déjà, sur le plan juridique, Myriam a bien expliqué, c'est le juge de paix finalement, le contrat et le juge de paix. On doit toujours faire retour au contrat, et c'est ce que décident en définitive les tribunaux. Ils renvoient les parties à ce qu'elles ont convenu entre elles. Et là, c'est très important de se mettre d'accord sur cet aspect-là. Et je reviendrai sur ce point encore un peu plus tard. Le deuxième aspect, c'est tout l'aspect technique, effectivement. Et là encore, on voit bien que pour pouvoir assurer un risque, il faut déjà savoir l'évaluer correctement. Et tous les travaux que fait Abderrahim à travers la FTEX montrent aussi qu'avec une connaissance précise du risque, que l'on peut se permettre d'assurer des risques qui jusque-là ne paraissaient pas assurables, les inondations, les risques de terrorisme, les risques de tremblement de terre. Et je trouve cela très intéressant. Alors, il reste une interrogation, quid de la pandémie, parce que pour l'instant, personne n'a répondu encore à cette question. Mais il est vrai que là, on arrive par ce biais-là à la réflexion sur cette fameuse question des risques de la couverture des pertes d'exploitation sans dommage, qui est quand même le point qui fait mal, j'allais dire, aux assurés et pour lesquels ils aimeraient avoir des réponses un peu plus précises. Et puis, la 3e condition, la condition économique, alors, effectivement, on voit bien que
l'économie à travers, encore une fois, l'exemple d'Abderrahim, mais aussi à travers ce que nous a dit, Étienne. C'est aujourd'hui, on ne peut pas résoudre ce genre de problèmes qui sont quand même des problèmes à fort impact financier sans une conjugaison de l'ensemble des acteurs financiers. Ça commence par l'entreprise, effectivement, qui doit être en mesure, alors à travers différents procédés, effectivement, on parle du compte d'épargne. Maintenant, en France, ce n'est pas encore mis en place, mais en tous les cas, ce que l'on connaît, c'est que les captifs, ça marche très très bien dans les groupes qui en disposent. Et c'est vrai que cette alliance, me semble-t-il, entre l'assuré, l'assureur, le réassureur et aussi l'État qui doit intervenir au sommet de la pyramide pour pouvoir intervenir si on dépasse les sommes qui ont été fixées. Ça ne peut être que la construction de l'avenir. Et bien sûr, les marchés financiers doivent jouer un rôle clé. Et on a, je dirais, dans ce contexte-là, la chance d'avoir des marchés financiers très liquides. Donc, ils peuvent intervenir pour participer au financement de ces risques. Et je vois que la FSEC a bien pris en compte ça dans sa modélisation. Donc, tout cela, en fait, me conduit à penser qu'il y a deux choses importantes qui ont été dites ou qui apparaissent à travers tout ce qui a été dit, notamment par Lydia et par Myriam, c'est la prévention finalement. Il faut quand même travailler. Il faut travailler pour nous, les risk managers, sur cet aspect de prévention qui nous permet ensuite de pouvoir discuter dans les TRC, comme le disait Myriam, sur les cas d'inondation et sur les conditions de souscription, de savoir si ça a été bien mis en place ou pas. Et pour assurer cette prévention, on revient à nouveau sur la technique et sur l'évaluation. Et donc, pour pouvoir faire une bonne prévention, il faut faire une bonne analyse des risques et une bonne évaluation de ces risques. C'est bien le b.a.-ba du métier de risk manager. Et je conclurai en fait sur ce fait-là, c'est que non seulement il faut faire pour nous, risk manager, ce métier qui est notre métier de prévention, mais il faut savoir communiquer. Et je crois que c'est ça l'objectif, c'est que s'il n'y a pas une bonne communication entre les différents acteurs, on ne trouvera jamais une bonne solution. Donc la communication est vraiment le facteur clé je dirais, le trait d'union entre tous les acteurs. Et là, je vais faire un petit prodomo, c'est-à-dire que c'est bien l'objectif là aussi du Club Franco-Risque, qui est de favoriser la communication entre les différents acteurs pour expliquer et encore expliquer que sans prévention, sans contact, communication entre les acteurs, on n'arrive pas à des solutions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est faisable. L'exemple du Maroc est quand même un exemple extraordinaire parce qu'il montre qu'on peut y arriver. Et je crois que ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que cet exemple-là puisse s'étendre à l'ensemble des pays africains. Et il faut en faire le souhait parce qu'il n'y a pas de raison. Le continent africain est un continent d'avenir et je suis sûr que le modèle marocain pourra servir de modèle aux autres pays. Voilà, je vous remercie. Alors, pour terminer, je voudrais faire un petit clin d'œil. Je pense que Viviane va nous projeter la photo. Habituellement, nous avons l'habitude de terminer nos interventions du Club Franco-Risque au rendez-vous de Casa par un bon cocktail. Le cocktail légendaire offert par l'hôtel Hyatt et qui nous permet d'avoir cette convivialité légendaire qui existe au Maroc. Cette année, ce n'est pas cette image que nous avons. Nous avons une piscine vide. Mais en fait, je voulais terminer là-dessus pour formuler le vœu que l'année prochaine, nous nous retrouvions tous autour de cette piscine pour partager le verre de l'amitié comme nous avons l'habitude de le faire. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée.